Je suis docteur Cliné, je suis psychiatre sur le dispositif Vigilance Occitanie-Ouest et également sur les urgences psychiatriques au CHU de Purpan à Toulouse. Donc, je vous remercie de votre présence. L'objectif là de la présentation, ça va être de vous présenter un petit peu les missions de vigilance parce que du coup, vous l'avez compris, on couvre toute l'Occitanie-Ouest. Pour l'Occitanie, c'est une équipe qui est basée à Montpellier. Donc maintenant, Vigilance, c'est un dispositif qui est national, qui est découpé en régions pour essayer d'être au plus près des réseaux de soins locaux. Donc c'est un dispositif de prévention qui rentre en compte dans les stratégies nationales de prévention du suicide. Donc ce n'est pas un dispositif de suivi, c'est vraiment un dispositif de prévention. Et donc la prévention, nous, on cible les patients suicidants, donc les patients qui ont déjà fait une tentative de suicide. Et en fait, on va aller prendre de leurs nouvelles après leur prise en charge suite à une tentative de suicide pour voir comment ça se passe, le retour au domicile. Et l'objectif, c'est de prévenir la réitération suicidaire. Donc, c'est un dispositif qui a été décidé par le ministère, financé par l'ARS actuellement. Et donc, notre équipe est basée sur le CHU de Purpan à Toulouse. Pourquoi est-ce que la prévention du suicide reste un enjeu de santé publique majeur ? On a beaucoup entendu parler de la prévention routière. Et finalement, quand on regarde objectivement les chiffres, il y a malheureusement plus de décès par suicide que de décès par AVP. Donc là, j'ai les chiffres de 2017, donc c'est les chiffres les plus récents. Et ça montre qu'il y a encore quand même des enjeux majeurs par rapport à la parole autour de ce sujet. Et c'est pour ça qu'ils ont actualisé aussi les stratégies de prévention. Le décès par suicide, ça reste la troisième cause de mortalité prématurée. Il y a des nouvelles études qui indiquent qu'il y a plus de 135 personnes qui peuvent être impactées lorsqu'il y a un décès par suicide. Et évidemment, les facteurs de risque les plus importants de décès par suicide, c'est de souffrir d'un trouble de santé mentale et d'avoir des antécédents de comportement suicidaire et des idées suicidaires. Donc, je vous ai mis une petite image de Stromae parce que ça a été l'occasion de rediscuter de cette thématique qui est très importante. Et c'était une des premières historiques, on pouvait en entendre parler quand même au journal télévisé. Donc, ça veut dire aussi que les choses bougent et avancent plutôt dans le bon sens. Donc, il y a tout un travail aussi de déstigmatisation autour du trouble de santé mentale qui fait partie évidemment de la prévention du suicide. La bonne nouvelle, c'est que quand on s'y intéresse, ça fonctionne. C'est-à-dire que là, globalement, le nombre de tentatives de suicide diminue. Donc, les chiffres, ça date avant la crise sanitaire, ce que j'ai, de 2009 à 2019, il y a une diminution à peu près de 12% du nombre de tentatives de suicide. Il y a une diminution du taux de mortalité qui a été démontrée, et donc avec une diminution des suicides à peu près de 15% en quelques années. Pour évoquer la prévention du suicide, il faut essayer de se décaler des questions éthiques ou philosophiques qui peuvent être très complexes et auxquelles je n'ai pas la réponse. Donc nous, dans les soins au quotidien, en fait, on se centre sur la souffrance du patient parce que les idées suicidaires arrivent en fait quand la souffrance devient insupportable. Donc notre enjeu, ça va être de s'axer sur la diminution de la souffrance ressentie par le patient et entre guillemets, peu importe les raisons. Donc, c'est intéressant de parfois comparer avec des premiers secours. C'est-à-dire que pour nous, les idées suicidaires, c'est un signal d'alerte, comme la douleur thoracique pour l'infarctus, comme des troubles moteurs ou sensitifs pour les AVC. C'est-à-dire que les idées suicidaires sont un signal d'alerte et il faut des soins urgents et de premiers secours. Donc, il faut que toute la population puisse s'y intéresser, puisse être éduquée là-dessus, comme pour les AVC, comme pour les infarctus du myocarde. Donc pour ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est complexe, qui peut amener parfois certains préjugés qu'on va aborder actuellement.
Le fait de parler de suicide ne donne pas d'idées suicidaires. Ça, c'est un préjugé, ce n'est pas contagieux. Donc, le fait de poser la question ne va pas donner à la personne des idées suicidaires, mais au contraire, le fait de pouvoir en parler à quelqu'un, d'être entendu, c'est déjà la première aide pour diminuer la souffrance du patient. Il y a beaucoup aussi de « on ne peut rien y faire »,« on n'a rien vu venir », etc. Donc, c'est vrai que quand on est impliqué émotionnellement, quand c'est quelqu'un de proche, ça peut être compliqué parce que le patient peut un peu masquer sa souffrance auprès des personnes qui sont impliquées émotionnellement. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que lorsqu'on fait des autopsies psychologiques, on retrouve quasi systématiquement des symptômes, mais en fait qui peuvent être dilués dans plusieurs sphères de la vie du patient. Donc, il peut y avoir quelques collègues de travail qui ont repéré qu'il était plus irritable. La famille a pu repérer qu'il sortait un peu moins qu'avant, etc. Et dans 90% des décès par suicide, il y a eu un trouble de santé mentale diagnostiqué. Donc, la moitié des dépressions. Il y a aussi les patients qui souffrent d'un trouble bipolaire, d'une schizophrénie ou de troubles de personnalité ou de troubles liés à l'usage de toxiques également. Le suicide n'est lié qu'à une seule cause. C'est un préjugé qui court aussi. En fait, on sait vraiment que c'est complexe, que c'est multifactoriel et que c'est jamais lié à une seule cause. Donc, il faut bien retenir que le suicide, c'est vraiment l'absence d'alternative face à une souffrance insupportable. Le patient, il se retrouve face à un mur, il souffre énormément et tout ce qui a pu être tenté n'a pas fonctionné. Et donc, à un moment donné, les idées suicidaires vont devenir la seule solution pour lui pour arrêter cette souffrance. Donc, souvent, les patients, ils sont assez sensibles. C'est-à-dire que quand on leur pose la question ou quand on leur reformule que là, au vu de ce qu'ils nous disent, c'est plutôt qu'ils veulent arrêter de souffrir plutôt que de mourir. Il y en a beaucoup qui, du coup, qui se sentent compris, entendus et qui peuvent acquiescer à cette question-là. Donc, la première chose, c'est vrai que c'est d'en parler. Et quand on est à l'aise avec ça, poser la question, ça peut vraiment aider la personne. Et c'est parfois, même si ça peut être compliqué pour certaines personnes de la poser, c'est la première aide en fait qui fait qu'on va aller briser le sentiment d'isolement du patient qu'il peut ressentir quand il a des idées suicidaires. Il y a beaucoup souvent de honte associée, de culpabilité. Et le fait qu'un professionnel aille poser la question, ça veut dire qu'enfin quelqu'un peut entendre cette souffrance et déjà ça va la diminuer. Donc, la souffrance psychique, ça peut se traduire par beaucoup de symptômes. Donc, il y a quelques signaux d'alerte, comme les troubles de l'appétit, du sommeil, quelqu'un qui n'arrive plus à se concentrer au travail ou en cours, quelqu'un que vous trouvez plus triste que d'habitude ou plus détaché de ses émotions que d'habitude, quelqu'un qui s'isole ou qui peut être agité, nerveux. Donc ça c'est des choses qu'on peut observer. Ça peut être aussi des propos qu'on peut entendre. C'est difficile, je ne sais plus quoi faire, j'en ai marre, cela ne sert à rien, je n'ai plus de solution, je n'arrive à rien. Et ça peut être des signaux d'alerte. C'est-à-dire que ça peut se dire, peut-être qu'il y a une souffrance derrière ces symptômes et peut-être que je vais aller demander, mais est-ce que tu souffres là au point d'avoir envie de mourir ? Et en fait, d'oser le questionner, d'oser en parler, c'est vraiment la première aide. Dans le cadre des idées suicidaires, en fait, il faut poser les questions précisément pour avoir une réponse précise. Donc, ça peut être, est-ce que vous souffrez au point d'avoir envie de mourir ? Là, actuellement, je vois que vous traversez un moment très difficile. Est-ce que vous avez des idées suicidaires ? Et si oui, ça va nous permettre d'aller évaluer et selon notre évaluation, de pouvoir agir. Alors, les questions un petit peu vagues comme est-ce que vous avez des idées noires ? Si vous êtes plus à l'aise d'utiliser ça au début, vous le pouvez. Mais il y a un moment donné, il va falloir préciser qu'est-ce que c'est des idées noires ? Est-ce que derrière, il y a des idées suicidaires ? Parce que idées noires, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que ça peut être orange, ça peut être rouge, ça peut être vert. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, si le patient vous répond oui, il faut aller préciser ces idées-là. Est-ce qu'il a envie de mourir ? Ou est-ce que les idées noires, lui, il l'interprète juste comme de la colère, du pessimisme, etc. Mais on ne peut pas rester avec juste oui, il a des idées noires, ce n'est pas suffisant pour aller évaluer le risque suicidaire. Nous, quand on fait une évaluation, on va se baser en priorité sur la dangerosité, l'urgence et les facteurs de risque pour aller évaluer.
Donc, comme c'est des situations très complexes et que c'est multifactoriel, évidemment, il faut qu'il y ait des stratégies multimodales pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que s'il y a seulement vigilance sans les soins, ça ne marchera pas. Donc, il faut aller cumuler toutes ces stratégies-là pour que ça puisse fonctionner. C'est un petit peu aussi comme l'effet vaccin, c'est-à-dire que plus on va toucher de personnes, plus ça va fonctionner. Pour ça, évidemment, il faut aller dépister et repérer de manière précoce. Il faut malheureusement aussi prendre en compte la vulnérabilité individuelle. Il y a certaines personnes qui vont être plus vulnérables que d'autres face aux idées suicidaires. Les conditions socio-économiques peuvent également jouer, parce que la précarité sociale, c'est un facteur de risque. Les événements de vie négatifs, il faut y être attentif également. Évidemment, ce qui va marcher dans la prévention, c'est prendre en charge les troubles de santé mentale. Ce qui fonctionne et ce qui a été démontré vraiment scientifiquement dans tous les pays du monde, c'est la restriction des accès aux moyens létaux. C'est-à-dire que ça peut être collectif, comme l'interdiction des armes à feu. Ça peut être aussi individuel. Vous savez qu'il y a un patient qui a des idées suicidaires scénarisées par médicament. La première chose, ça va être d'aller enlever ce moyen létal à disposition de la personne. Ça peut être sécuriser le métro, sécuriser les voies du train, etc. Évidemment, il faut en prendre en compte l'entourage. Donc, il y a des associations, notamment quand il y a des proches endeuillés. Donc, il y a Prévention du suicide Midi-Pyrénées, avec l'association, il me semble, qui s'appelle ASP Être là. Donc, ça se passe sur Toulouse. C'est une fois par mois. Et en fait, c'est des groupes de personnes endeuillées par suicide qui peuvent discuter ensemble, échanger sur leur situation. Il faut aussi s'intéresser aux populations les plus vulnérables, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui vont être plus sensibles face aux idées suicidaires et donc il faut être encore plus proactive. Donc, je parle notamment de la population agricole. Donc là, il y a la MSA agricole que vous connaissez bien dans le Gers, qui a des dispositifs un petit peu spécifiques. Pour les entrepreneurs, il y a le dispositif APESA. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour la population carcérale également. Pour les patients qui sont dans une précarité psychosociale très importante, il y a les équipes EMPP, PASS, Unité de souffrance psychosociale, etc. Pour voir si c'est efficace qu'on met en place, évidemment, il faut surveiller les indicateurs et essayer de poursuivre un petit peu la recherche sur ces données-là. Donc en France, c'est ce que je vous disais, tout ça, ça a été réactualisé en 2018. Donc il y a eu tout un topo sur l'information du public. Il y a eu également des informations auprès de la population. Il y a eu beaucoup de campagnes aussi auprès de la population jeune, notamment après la crise sanitaire avec l'association Dites Je suis là, etc. Bon, j'imagine que vous connaissez, mais il y a eu aussi l'ouverture quand même du numéro d'appel national de prévention du suicide au mois d'octobre, donc le 3114. Je vais revenir un peu sur leur fonctionnement par la suite. Il y a un travail qui est engagé autour des hotspots, donc je vais venir vous détailler aussi. Il y a le programme Papageno, c'est-à-dire qu'ils vont aller former les journalistes à comment est-ce qu'on peut communiquer du suicide dans les médias sans qu'il y ait l'effet de contagion, mais plutôt un effet de protection. Il y a évidemment le déploiement national de vigilance et il y a les formations MSA qui se mettent en place. Donc, il y a 3 niveaux, le niveau sentinelle, le niveau évaluateur et le niveau intervenant de crise. Ils ont réactualisé cette feuille de route en janvier. Ils ont notamment beaucoup évoqué la population agricole en janvier 2022. Donc, l'information du public, il y a la journée nationale de prévention du suicide, les journées mondiales aussi de prévention du suicide. Il y a le site internet qui est extrêmement bien fait, qui est du 3114. Donc, vous pouvez cliquer « Je suis en souffrance »,« Je suis inquiet pour quelqu'un »,« Je suis un professionnel ». Et du coup, ils peuvent vous guider déjà rien que par le site internet. Il y a la plateforme Dites Je suis là aussi, donc là qui vise plus l'entourage des patients qui sont en souffrance psychique, qui peut donner un petit peu des consignes, des stratégies pour aider son entourage. Comment est-ce qu'on je reconnais les signaux d'alerte? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le convaincre d'aller vers les soins, etc. Le travail sur les hotspots, c'est les lieux où c'est réputé pour décéder par suicide. Et ça, on voit que si on arrive à sécuriser physiquement ces lieux-là, dans les études, ça peut aller jusqu'à une diminution de 90% des décès par suicide sur ce lieu, sans que ce soit transféré ailleurs.
Si on ne peut pas sécuriser physiquement, c'est-à-dire si c'est une falaise, etc., dans les études, le fait de mettre un mot avec un numéro d'aide jusqu'au dernier moment, ça peut diminuer jusqu'à 63% des décès par suicide sur ce lieu-là. Ça, c'est lié à l'ambivalence suicidaire, c'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, on peut agir dans la prévention du suicide, c'est-à-dire que la personne, même si c'est juste avant le geste, il y a un moment donné, comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de souffrance et que derrière, c'est pas forcément qu'il a envie de vraiment mourir, mais c'est qu'il en peut plus de la situation. S'il y a quelque chose qui lui redonne de l'espoir, on peut stopper ce geste. Et donc, il y a des interviews, notamment de quelqu'un qui a un jour sauté du pont et qui en fait explique bien cette ambivalence suicidaire jusqu'au dernier moment. Il a survécu, il explique que pendant les 10 secondes de la chute, il a tout de suite regretté ce qui était en train de se passer. Donc ça, vraiment, l'ambivalence suicidaire, c'est quelque chose qui est habituel, qui est connu et sur lequel nous, on peut s'appuyer pour faire désescalader la crise. Le programme Papageno, donc c'est ce que je vous disais, là c'est avec les médias. En fait, quand on parle du suicide dans les médias, il peut y avoir un effet de contagion qui a été démontré, à la fois un effet local, donc c'est-à-dire il peut y avoir un effet de contagion s'il y a un décès par suicide dans un établissement, mais il peut y avoir aussi un effet de masse et ça c'est véhiculé par les médias. Donc c'est-à-dire que selon la manière dont on parle dans les médias, il faut y être vigilant, on a une responsabilité là-dessus, c'est-à-dire que si on en parle en respectant les recommandations OMS, on peut avoir un effet protecteur qui s'appelle Papageno. C'est-à-dire que là, en parlant, mais en respectant ces recommandations, on ne va pas créer l'effet de contagion et au contraire, on va créer un effet de protection. Donc, dans les recommandations OMS, c'est des choses toutes bêtes, mais il ne faut pas mettre de photos, il ne faut pas détailler le lieu ni la méthode, pas de titre sensationnel sur ces sujets-là. Et à la fin, il faut toujours transmettre un numéro d'aide et toujours revenir sur la souffrance du patient et qu'il y a des solutions qui peuvent exister. Quand je dis transfert de compétences, c'est parce qu'en fait, nous aussi, les psychiatres, quand on parle de suicide ou d'idées suicidaires dans les médias, il faut qu'on y soit attentif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber, entre guillemets, dans les pièges des journalistes. Il faut y être formé. Si un jour vous êtes sollicité par un journaliste, notre conseil, c'est de jamais vraiment répondre à chaud. Et vous pouvez prendre conseil auprès de l'équipe nationale de Papageno pour savoir un petit peu qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire et ne pas faire d'impair. Donc, c'est pour ça que sur ce diaporama, il y a un site qui est très bien fait aussi. Vous tapez Papageno, vous le trouvez. Et il y a le numéro aussi de la référente nationale qui est Nathalie Powells. Et donc, vous avez probablement dû voir dans tes congrès, il y a aussi des médias training pour les psychiatres pour essayer de s'entraîner à répondre aux médias sans créer cet effet de contagion. Les formations MSA, donc le niveau sentinelle, c'est que là, ça va être des personnes citoyennes qu'on va former au premier secours en fait à détecter, à dépister la souffrance psychique et à poser la question des idées suicidaires s'ils le sentent. Et ça va permettre ensuite qu'ils puissent s'orienter vers les soins. Pour pas qu'ils restent seuls, c'est tout un réseau qui est en train de se créer. Donc il y a le niveau évaluateur qui est le niveau supérieur. Donc là, ça va être des soignants qui vont être formés à l'évaluation du risque suicidaire et à l'orientation. Le niveau intervenant de crise, ça va être quelqu'un, un professionnel qui est habitué à recevoir des patients en crise suicidaire et qui va prendre en charge la crise suicidaire de A à Z, entre guillemets. Le 31-14, du coup, ça a ouvert au mois d'octobre. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est gratuit. Et en fait, c'est des psychologues et ou des infirmiers qui répondent aux patients au téléphone si ça ne va pas. Il y a l'entourage qui peut appeler et les professionnels aussi qui peuvent appeler. Ici, nous, dans la région, l'équipe est basée à Montpellier et c'est une équipe qui est ouverte 24 heures sur 24. Donc, ils peuvent tout à fait, moi, c'est ce que je dis aux patients, si jamais ça ne va pas, quand vous rentrez à la maison, il y a ce numéro-là qui est disponible. Évidemment, comme il y a eu beaucoup d'appels, il y a un temps d'attente, donc il faut préciser aux patients que s'il y a une urgence, c'est le 15 pour éviter de passer à côté des urgences. Ce n'est pas le but non plus de ce numéro. Donc, c'est du coup le numéro national de prévention du suicide. Et du coup, c'est des professionnels qui sont formés à la gestion de la crise suicidaire par téléphone. Les différences entre 31-14 et le dispositif vigilance, c'est que le 31-14, c'est vraiment la prévention primaire. C'est-à-dire que n'importe qui peut appeler. C'est 24 heures sur 24. C'est une disponibilité au téléphone. Et l'objectif, c'est d'améliorer l'accès aux soins.
Nous, Vigilance, on va être un peu plus proactif parce qu'en fait, on va aller vers la personne, on va aller prendre des nouvelles de la personne qui a fait une tentative de suicide. Nous, on est ouvert seulement en semaine, en jour ouvré. Alors, nos horaires habituels, c'est 10h, 18h. Mais comme partout, on est confronté à un manque de soignants. Donc, ces derniers temps, on a réduit de 9h à 16h30 nos appels. Et on espère, en 2023, trouver des infirmiers pour reprendre nos horaires habituels. Donc, nous, c'est vraiment la prévention secondaire, c'est-à-dire que c'est ciblé sur les patients suicidants. Donc, c'est les patients qui ont fait une tentative de suicide récente. Donc, on va les appeler. Je vais vous montrer après notre algorithme. Et on maintient le lien par téléphone et ou par carte postale. Donc, il faut vraiment voir ça comme un filet de sécurité. Et c'est pour éviter les ruptures de soins. C'est-à-dire que quand on rencontre un patient qui a fait une tentative de suicide, on va lui proposer un projet de soins. Et en fait, Vigilance va aller venir vérifier si ce projet de soins a pu être fait ou pas, s'il y a eu d'autres imprévus depuis qu'il est sorti de l'hôpital, s'il y a eu d'autres choses qui ont fait que ça va moins bien. Et on peut le réorienter, réévaluer le risque suicidaire à l'instant T et faire selon l'urgence. Donc, c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais c'est vraiment le fait d'aller prendre des nouvelles des patients, c'est diminuer le sentiment d'isolement, c'est d'essayer d'entendre et de diminuer la souffrance. Comme toujours, la clinique suicidaire, c'est une clinique de l'inquiétude, c'est-à-dire qu'on vient évaluer un risque. Donc, ça peut procurer beaucoup d'inquiétude pour les professionnels, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir avant de devenir intervenant de crise suicidaire. C'est quelque chose qu'il faut accepter, entre guillemets. Et progressivement, vraiment, si on est en difficulté, il faut aussi respecter ses limites et passer la main s'il y a une situation qui est trop difficile pour nous. Donc ça, c'est pour vous montrer, donc c'est la dernière carte que j'ai, je ne suis pas certaine qu'elle soit à jour, mais vraiment maintenant, Vigilance est devenue nationale, donc c'est ouvert quasiment dans toutes les régions, sauf Mayotte, il me semble, et l'objectif de 2022, c'était de couvrir tous les départements. Nous, en Occitanie-Ouest, c'est bon, on a rencontré normalement toutes les urgences avec les équipes psychiatriques des urgences de tous les départements de l'Occitanie-Ouest. Et après, évidemment, progressivement, notre objectif, ça va être d'augmenter notre taux de pénétrance. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de patients qui font des tentatives de suicide dans les urgences et on a un certain nombre qui nous sont adressés. Pour l'instant, on n'est pas du tout à 100%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui font des tentatives de suicide qui ne nous sont pas encore adressés sur Vigilance. Donc, ça va être ça un petit peu l'objectif de 2023. Donc, nous, ici, pour l'instant, on a 2,5 ETP d'infirmiers, donc on les appelle les vigilanceurs, 0,1 ETP de cadre de santé, 1,5 ETP de secrétariat. On a normalement un ETP de médecin, mais il y a 0,4 ETP de vacants. Et donc, on est à la fois une équipe de coordination, mais à la fois, il y a l'équipe des vigilanceurs qui répond aux patients. Parce que ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que les patients peuvent nous appeler aussi si ça ne va pas. Nous, on les appelle après la tentative de suicide, mais eux aussi peuvent nous contacter. Donc, quand il y a un patient qui fait une tentative de suicide, donc il est pris en charge normalement, et du coup, on va aller remettre au patient notre numéro de téléphone et une note d'information pour expliquer un petit peu les missions de vigilance. Le professionnel qui a pris en charge le patient pour une tentative de suicide va du coup nous alerter en disant on a ce patient-là qui a fait une tentative de suicide. Il va nous donner des données cliniques et administratives, bien évidemment, pour qu'on puisse recontacter le patient. Quand on a un patient qui nous a adressé sur Vigilance, systématiquement, on envoie un courrier au professionnel référent avec le numéro de notre secrétariat. Si jamais ils ont besoin, ils peuvent nous contacter. Et de l'autre côté, il y a l'équipe des vigilanceurs qui va essayer d'appeler 2 fois le patient entre 10 et 21 jours après la tentative de suicide. Et à 6 mois, on refait la même chose. Si on voit qu'à J21, ça ne va pas, mais qu'il n'y a pas d'urgence, soit on peut contacter par téléphone les professionnels référents, soit on peut programmer un appel intermédiaire selon la situation. Dans tous les cas, il y a systématiquement une évaluation du risque suicidaire et aussi on élabore un plan de protection avec eux. C'est-à-dire que même si là, il n'y a pas d'idée suicidaire à l'instant T, si jamais ça revient, qu'est-ce que vous faites ? Et du coup, on programme un petit peu des stratégies avec eux. Si le patient ne nous répond pas au téléphone, ce qui peut arriver, on envoie 4 cartes postales une fois par mois pour dire
nous sommes là. N'hésitez pas à appeler si ça ne va pas. Après chaque entretien téléphonique, quand on a eu le patient, on lui demande son accord pour pouvoir envoyer le compte-rendu d'appel à ses professionnels référents. Parce que l'objectif, c'est vraiment de tisser du lien autour du patient, d'être vigilant suite à la tentative de suicide. À 6 mois, si tout va bien, nous, on n'appelle plus le patient, mais lui, il pourra nous recontacter s'il le souhaite, parce qu'il aura toujours notre numéro. Donc, ça nous est arrivé qu'il y ait des patients qui, au bout d'1 an et demi, nous rappellent et nous disent « Bon, ben là, ça ne va pas, j'ai plus de suivi ». Nous, ça nous permet de réévaluer la situation et de pouvoir les réorienter vers les soins. Si tout va bien, si ça ne va pas ou si le patient a réitéré au cours des 6 mois un geste suicidaire, on peut renouveler la veille. Donc vraiment, Vigilance a été démontrée efficace sur la réitération suicidaire dans les 6 mois. C'est-à-dire qu'en effet, ça n'a pas de sens d'adresser un patient qui a fait une tentative de suicide il y a 2 ans, parce qu'on ne sait pas si c'est efficace ou pas. L'étude a vraiment été faite sur les 6 mois. Donc nous, on prend tous les patients suicidants, pour l'instant adultes, qui ont fait une tentative de suicide dans les 6 mois. Donc ça, c'est un exemple de carte postale. Donc si le patient ne nous répond pas, ou si le vigilanceur est inquiet et qu'il trouve que la carte postale, c'est pertinent, notamment chez les personnes âgées, ça fonctionne très bien, ou chez les personnes isolées aussi. On essaye d'en envoyer systématiquement. Donc, notre secrétaire, elle écrit le nom et le prénom à la main du patient. On le met dans une enveloppe blanche pour que ce soit anonyme et on l'adresse au patient. On a eu beaucoup de retours positifs de ces cartes postales. Globalement, ils sont très touchés. Ça a permis d'avoir des nouvelles de patients qui ne nous avaient pas forcément répondu aussi. Par contre, en effet, c'est une charge assez lourde pour nos secrétaires parce que vous allez voir, on a beaucoup de patients et du coup, ça fait énormément de cartes postales à rédiger et ça prend beaucoup de temps. Quand on a les patients au téléphone, donc ce que je vous expliquais, c'est qu'on va aller évaluer le risque suicidaire. Donc, on va lui demander, est-ce que là, vous avez eu à nouveau des idées suicidaires depuis la dernière fois? Si oui, est-ce qu'il y a un scénario? Est-ce qu'il est faisable? Est-ce qu'il a accès aux moyens de ce scénario? Est-ce que ce moyen est létal? Est-ce qu'il y a des idées suicidaires altruistes ou pas? Et du coup, en faisant cette évaluation-là, on va nous réfléchir à des actions possibles pour diminuer la dangerosité. C'est comme je vous disais, s'il y a quelqu'un qui a des idées suicidaires scénarisées par des médicaments, tout de suite, notre réflexe, ça va être de comment est-ce qu'on peut sécuriser ce stock de médicaments pour éviter que la personne ait à disposition ce moyen-là. L'évaluation de l'urgence, c'est aussi important pour nous, c'est-à-dire qu'on va aller évaluer la probabilité de l'imminence, c'est-à-dire dans les 24 à 48 heures. Est-ce que là, actuellement, les idées suicidaires, elles sont là tous les jours? Est-ce qu'elles sont envahissantes? Est-ce qu'elles sont très intenses? Est-ce qu'elles sont passives ou est-ce qu'il y a un scénario et elles sont actives? Est-ce que le patient, lui, il voit d'autres alternatives possibles encore au suicide ou pas? Est-ce qu'il critique ses idées suicidaires? Est-ce que ça l'inquiète encore? On va aller évaluer le scénario avec le COC. Donc, comment vous voulez mettre fin à vos jours? Où et quand? Et ça va nous permettre d'évaluer l'urgence. Est-ce qu'il y a un scénario ou d'autres scénarios aussi? Est-ce qu'il y a des velléités imminentes? Est-ce qu'il y a une échéance? Est-ce qu'il y a une date? Et donc, tout ça, on va essayer ensuite, selon l'urgence, d'aller la diminuer et de mettre en place des actions. Donc, je peux vous donner un exemple. S'il y a un patient qui nous dit « après-demain, c'est l'anniversaire du décès de ma grand-mère, je sais que je vais être très mal », on va essayer de mettre en place des actions pour éviter qu'il y ait un passage à l'acte ce jour-là. Si le patient nous appelle et nous dit « bon, ben là, je vais prendre des médicaments dans l'heure », évidemment, on appelle le SAMU et on met en place des soins urgents. Si on voit que ce n'est pas urgent, ça nous arrive, comme je le disais, soit d'appeler l'entourage, soit d'appeler les professionnels référents pour essayer de faire autrement. S'il n'y a pas d'idée suicidaire, dans ce cas, on fait juste le compte-rendu d'entretien téléphonique qu'on envoie par courrier si le patient est d'accord au professionnel. Les facteurs de risque, nous, il faut savoir que comme on est ciblé sur les patients suicidants, ils vont être forcément plus élevés que la population générale. C'est-à-dire que nous, on a systématiquement des antécédents de tentatives de suicide. Mais on va quand même essayer d'aller évaluer, est-ce qu'il y a un événement là récent, négatif, un événement de vie, une rupture, un deuil, une période de transition? Est-ce que là, il y a un trouble de santé mentale actuel? Est-ce qu'il y a des conflits avec l'entourage? On va essayer d'aller évaluer ça, tout simplement parce que peut-être qu'il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut encore agir. Traiter la dépression, assistante sociale s'il y a des difficultés financières,
etc. Les facteurs de risque disto, sincèrement, sur vigilance, on n'a pas le temps forcément de les aborder parce que c'est les facteurs de risque qui ont eu lieu souvent dans un passé lointain et c'est des événements traumatiques qui peuvent parfois être difficiles à aborder. Donc, parfois, les patients en parlent spontanément, parfois non, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va rechercher nous systématiquement parce que vous l'avez compris, on est beaucoup basé sur l'urgence et la dangerosité en premier lieu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment nous intéresser, c'est les facteurs de protection et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de protéger le patient de ce risque suicidaire-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui demande de l'aide, qui est capable de s'exprimer? Est-ce qu'il a des stratégies alternatives au suicide quand ça ne va pas habituellement? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du sport, qui peut contacter ses amis, qui peut aller mieux suite au fait de regarder un film, d'aller chez ses parents, etc. On va aussi aller voir un peu ses capacités de résilience. Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à se contrôler ou alors au contraire qui est impulsif? Donc, on va essayer d'aller évaluer tout ça. Et on fait beaucoup appel aussi aux facteurs de protection externes, c'est-à-dire à l'entourage. Donc, ça peut être la famille, ça peut être des enfants, des amis, des animaux de compagnie. Ça peut être aussi des professionnels quand les patients sont extrêmement isolés. Ça peut être le travail, la scolarité ou la religion. Donc ça, c'est des choses qui rentrent en compte aussi dans notre évaluation. Et l'objectif, ça va être de faire en sorte que les facteurs de protection soient plus forts que la souffrance actuelle du patient et que les facteurs de risque. Donc évidemment, l'urgence et danger, si elle est immédiate, on va appeler les secours, on va protéger la personne. S'il n'y a pas d'urgence, danger immédiat, on va avoir plus le temps d'aller évaluer la crise actuelle, qu'est-ce qui se passe, les facteurs de risque proximaux, etc., de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, les infirmiers qui répondent au téléphone, il faut savoir que c'est une nouvelle clinique, c'est des infirmiers qui sont à mi-temps sur les urgences psychiatriques. Donc, il faut s'habituer à ne pas avoir les patients physiquement. Ça peut entraîner aussi un peu de stress, un peu d'inquiétude, parce qu'on ne peut pas agir physiquement sur la personne. Mais ça a aussi des avantages, c'est-à-dire qu'on voit que les patients peuvent plus facilement se confier, peuvent aborder des choses dont ils ont un peu plus honte, etc. L'objectif des infirmiers, ça va être d'essayer de favoriser l'autonomie et la prise d'initiative du patient. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se substituer déjà à ses capacités, mais on va l'encourager à les mettre en place. Si par contre le patient il est trop envahi par les émotions, donc là on va être un peu plus directif, un peu plus proactif. Et évidemment, je le répète, on n'est pas à un suivi. Donc, on contacte les patients que 2 fois en 6 mois. Et du coup, on n'est pas du tout là pour se substituer aux professionnels. C'est vraiment un filet de sécurité en plus. Donc, c'est ce que je vous disais au téléphone, c'est vraiment une clinique qui peut être différente. Il y a à la fois des avantages et à la fois d'autres contraintes. Vous vous en doutez, mais il y a des patients qui nous appellent assez fréquemment. Donc, dans ces situations-là, on essaye de se mettre en contact avec les professionnels référents pour qu'on puisse être cohérents tous ensemble et aller dans la même direction avec ces patients. Le plan de sécurité, donc ça, c'est ce que je vous expliquais. C'est quelque chose qu'on met en place. Donc, on va aller essayer de détailler les stratégies qu'a le patient pour éviter un geste suicidaire. Donc, c'est-à-dire comment il va faire pour s'apaiser, pour mettre à distance ses idées suicidaires. Si ça ne va pas, où est-ce qu'il peut aller se réfugier, qui il peut appeler pour parler des idées suicidaires, quel professionnel de santé il peut solliciter, etc. Et j'insiste sur la mise en sécurité des moyens accessibles. Donc, si on sait que c'est quelqu'un qui prend de manière abusive assez fréquemment des médicaments, nous, on va réfléchir à comment est-ce qu'on peut sécuriser ça. Est-ce qu'on fait une délivrance à la pharmacie? Est-ce qu'on met en place des infirmières libérales? Est-ce qu'on demande à son CMP de faire une délivrance hebdomadaire, etc. Ça dépend vraiment des situations. Donc, vigilance, c'est pour l'instant pour tout patient suicidant adulte. Nos limites, c'est qu'évidemment, pour qu'on puisse appeler le patient ou lui envoyer des cartes postales, il faut que le patient puisse avoir un téléphone et ou une adresse. Il faut aussi que le patient puisse parler français, parce que comme les patients peuvent nous appeler quand ça ne va pas, sur des appels entrants, nous, malheureusement, on n'est pas bilingue ni trilingue. Et du coup, si ça nous est déjà arrivé qu'il y ait des patients qui ne parlent pas français et ça augmente leur détresse, parce qu'ils appellent à l'aide, mais on ne comprend pas ce qu'ils nous disent. Donc, ce n'est pas efficient dans ces situations-là. Donc, ce qu'on dit aux patients aux urgences, c'est qu'il va y avoir une équipe d'infirmiers qui va les appeler pour prendre des nouvelles après l'hôpital, savoir comment ça se passe. Et eux, ils peuvent nous appeler si le moral, ça ne va pas, s'il y a des idées suicidaires.
Ce qu'on leur conseille beaucoup, c'est d'enregistrer directement le 0800 dans leur téléphone, parce que c'est vrai que si on ne leur précise pas que c'est un 0800, ils ont tendance à penser que c'est du démarchage commercial, etc. Donc nous, aux urgences, on leur dit enregistrez-le, comme ça ils savent que c'est Vigilance et personne d'autre. Donc ça, c'est plutôt pour les professionnels qui nous les adressent, mais si le patient refuse, évidemment, il a le droit de refuser. Il faut juste le tracer dans le dossier qu'on lui a proposé Vigilance et qu'on l'a refusé. Si le patient, par contre, il accepte, lui, de nous appeler, mais qu'il ne souhaite pas que nous, on l'appelle, c'est tout à fait possible, mais ça, il faut juste qu'on en soit informé. Donc ça, c'est ce que les patients récupèrent comme papier. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a à la fois la carte ressources, il y a à la fois une note d'information, parce que quand on sort d'une consultation ou des urgences, on a beaucoup d'informations, et ça permet que le patient puisse le relire au calme chez lui pour savoir exactement qu'est-ce que c'est Vigilance. Donc actuellement, c'est ce que je vous disais, on a tous les départements de l'Occitanie qui sont ouverts. On essaye progressivement aussi de rencontrer les cliniques privées parce que pour l'instant, la priorité, ça va été de rencontrer les urgences parce que c'est là où il y a le plus de patients suicidants. Mais maintenant, on essaye un peu de s'ouvrir au CMP et on essaye de présenter le dispositif à d'autres professionnels de santé progressivement. On a ouvert en juin 2001, donc ça fait 2 ans et demi maintenant. Et on essaye d'entretenir les liens avec nos partenaires en les rencontrant 1 à 2 fois par an. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que tous les mois, moi, je reçois des chiffres de Santé publique France qui me disent il y a eu tant de patients suicidants aux urgences et moi, je peux calculer la pénétrance, c'est-à-dire combien nous ont été adressés. Donc là, la moyenne en Occitanie-Ouest l'année dernière, c'était à peu près de 31%, c'est monté jusqu'à 41% cette année. Donc progressivement, il faudra qu'on puisse l'augmenter parce qu'en fait, ils ont vu dans les études que plus on adresse à Vigilance et plus c'est efficace. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu. On essaye du coup de plus en plus de contacter les professionnels, les tiers. Il y a des patients qui peuvent nous appeler aussi. Donc c'est ce qu'on appelle les appels entrants. Donc ça peut arriver, par exemple, l'hôpital de jour est fermé pendant l'été. C'est une période un peu plus fragile pour eux. Ça peut arriver qu'ils nous appellent à ce moment-là, etc. Donc, on envoie, du coup, comme on a pas mal de patients, on envoie beaucoup de courriers et de cartes postales. Donc, je n'ai pas mis le nombre d'entrées là, mais maintenant, on est à peu près à 2000 entrées. Et on en a fait plus de 1200, je crois, en 2022. Donc, à la fin des 6 mois, soit on clôture, soit on renouvelle une veille. Donc, en tout cas, dans les chiffres, on a réussi à joindre à peu près 60% des patients au moins une fois dans les 6 mois. Il y a des patients qui m'ont réitéré, donc on a relancé une veille vigilance. Il y a parfois des patients qui nous ont demandé de clôturer, et ça, on le respecte. Il y a des fois où malheureusement aussi on apprend des décès par suicide. Donc évidemment, on les sort du dispositif pour éviter de les contacter à nouveau ou d'envoyer des cartes postales. Et ce qui est assez pratique sur Vigilance, c'est que comme maintenant c'est national, si on a un patient qui déménage ou qui fait une tentative de suicide pendant ses vacances, nous, entre Vigilance, on peut se transférer les dossiers avec l'accord du patient et ça permet d'éviter aussi des ruptures de suivi, etc. Et on connaît mieux toujours son réseau de soins local. Donc, c'est plus facile quand il y a un patient qui déménage à Lyon, que ce soit l'équipe qui est à Lyon en référence, qui puisse répondre aux appels de ce patient. Donc ça, c'est une petite carte qu'on essaye d'envoyer par mail tous les mois à nos centres partenaires pour qu'ils aient un retour sur leur nombre d'entrées et pour leur dire aussi un petit peu les nouveautés du dispositif. Donc là, il faut savoir qu'actuellement, on est ouvert qu'aux adultes suicidants, mais on a eu les financements pour ouvrir aux mineurs, mais malheureusement, on n'a pas d'infirmiers pour l'instant pour pouvoir le faire. Donc, on essaye de recruter et dès qu'on a le recrutement, on ouvrira aux mineurs également. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas s'il y a des questions. Je vous laisse peut-être arrêter le partage, docteur Cléné. Oui. Alors, on a 5 minutes pour des questions. Vous pouvez prendre la parole.
Madame Parizet, oui, allez-y. Je suis arrivée avec 5 minutes de retard. Vous avez sûrement dit que vous partageriez le document, peut-être le support que vous avez présenté ou pas. Je ne sais pas. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il faudra juste vraiment le 0800, il ne faut pas le partager sans que Oui. nous, on soit au courant parce qu'on va se retrouver en difficulté si on n'a pas l'identité du patient, etc. Donc, peut-être que je pourrais, avant de le partager, flouter le 0800 et il n'y a pas de souci, on le mettra en ligne. En fait, c'est surtout pour partager avec mes équipes des Oui, il n'y a CMPP pas de comme souci. ça. Voilà. Merci. On va vous renvoyer aussi, on avait construit une petite carte mentale rapide, mais qui vous met notamment à jour toutes les hotlines différentes qui existent et qui peuvent être données aux patients, suivant leur situation, suivant que on est agriculteur, on en parlait, on est jeune, on est adulte, voilà. Donc on vous enverra ça en même temps que le PowerPoint. Alors, moi, juste, j'ai pas de questions particulières, mais c'était très intéressant. Sincèrement, nous, pour notre réseau, je vais voir après comment est-ce qu'on peut. C'est pas un thème qu'on aborde beaucoup avec les aides à domicile, et pourtant, elle pourrait voilà, être observer des choses. Donc, je vais voir comment est-ce que nous, on pourrait diffuser l'information ou sensibiliser les équipes. En tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant. Et je vous remercie. Et après, je ne sais pas si vous êtes au courant des formations MSA, mais par exemple, il devait y avoir une formation là, de Sentinelle ce mois-ci. Je devais vous faire un peu la communication dessus, mais malheureusement, ça a dû être annulé parce qu'il n'y avait pas assez d'inscrits à cette formation. Donc, il ne faut pas hésiter si vous êtes sensible à cette thématique-là, si vos équipes souhaitent être formées, à vous rapprocher de la MSA qui organise les sessions. Alors, il y a 2 semaines, on a donné une formation intervenant de crise suicidaire du coup à Auch, où il y avait tout un groupe. Il y avait notamment des personnes de la clinique d'Ambat, de la clinique de Pieta aussi, des sapeurs-pompiers, etc. Et, les inscriptions sont faites, hein, mais plus pour 2024 et sur. Alors, il y avait les secrétaires d'accueil étaient sur des CMPP CAM sur Sentinelle. Et après, les psychologues sur l'évaluateur, c'est ça. Parce que les intervenants, c'est plus médecins, pompiers, voilà, c'est ça. Hein, Ça dépend vraiment de la clinique. Par exemple, c'était très pertinent qu'il y ait là les infirmiers sapeurs-pompiers parce qu'ils sont en première ligne quand ils vont chercher les patients en crise suicidaire. Donc, ça dépend vraiment des pratiques quotidiennes. Ouais. En fait, on attend les dates 2024 quoi, pour nos équipes. Voilà, mais on s'y inscrit. Et vous travaillez où, si je peux savoir? Alors, donc, c'est le GERS, hein, c'est les 2 CMPP, ce qui représente à peu près les 2 CMPP, 800 enfants en file active. Après le CAMS, où on a 350 enfants, là, ça serait plus la problématique de certaines mères, hein, voilà, parfois isolées avec des problématiques de vulnérabilité sociale et un petit peu débordées par les troubles aussi des enfants. Je vois qu'il y a le docteur Roger avec nous qui connaît ça encore bien mieux que moi. Voilà. Et c'est vrai que sur les CMPP, depuis 2 ans, on a de plus en plus, on a une flambée de la crise suicidaire, voire quand je dis la crise suicidaire, ce sont des ados qui ont déjà le scénario et qui annoncent voilà, une échéance, hein, ce que vous disiez là sur l'idéation, hein, qui est bien construite, avec des parents qui appellent au secours. Voilà. Donc on est régulièrement là, j'en parlais au plan territorial de santé mentale, un petit peu désorganisé. On essaie de prendre les parents au téléphone, de faire le lien avec le service des urgences, qui a un peu de disponibilité. Mais selon là où habitent les familles, bon, à proximité d'Auch, ça va bien.
sur les antennes un petit peu plus rurales et délocalisées des CMPP, c'est un peu sauf qui peut, quoi. Voilà. Donc, j'en ai parlé dans le cadre du plan territorial de santé mentale. C'est le même problème pour les personnes âgées aussi, hein, j'entendais madame de l'ADMR, où on me fait un filet en fonction des moyens du bord, quoi, du moment. Et je trouve que c'est pas très confortable, voilà. Et puis on a eu, y compris dans les professionnels, hein, des enfants qui sont passés à l'acte. Donc cette année est un peu plombée entre, voilà, parce que il se trouve que les passages à l'acte ont abouti, donc ça plombe beaucoup les équipes. Voilà. Ouais, c'est très difficile. Ouais, ouais. Alors pour ça, parce que c'est vrai qu'on est un peu démunis quand ça arrive, c'est-à-dire que on sait que c'est une situation qui est très difficile à la fois pour l'entourage, à la fois pour les professionnels aussi, pour les personnes qui ont pu assister au décès. Et du coup, ils sont en train de travailler sur ce qu'on appelle un plan de postvention, qui, je l'espère, pourra sortir en 2023 pour donner un peu des conseils, parce que quand ça arrive, nous-mêmes, on se désorganise, vous l'avez bien dit, et on peut perdre avec les émotions un peu nos réflexes. Et du coup, c'est un plan de postvention pour essayer d'anticiper dans chaque structure qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'organise si jamais ça arrive, qui est-ce qu'on peut solliciter, etc. Oui, et puis en plus, il se trouve que il pleut toujours là où c'est mouillé, donc la classe où une tentative de suicide a fini par être réitérée et à aboutir, c'est aussi une classe où des enfants sont décédés d'accidents routiers. Enfin bon, et du coup, on assiste à ça. On voit bien que là, ben, il y a le cocktail complet pour que ben, du coup, ça se diffuse au sein d'une classe d'âge. Hein, mais comment on agit de manière coordonnée, les pôles de soins, l'éducation nationale, parce que bon, une classe comme ça, quand même, quand on enterre 3 copains en 2 mois, ça fait beaucoup, quoi. Hein. Ouais. Et même aux obsèques, je trouve à la sortie des obsèques de la première jeune qui s'est suicidée, je trouve que voilà, ces gamins, ils sont là. Rien que ça, quoi, hein, à la sortie des obsèques, je me suis sentie impuissante face à des jeunes que je ne connaissais pas, qui remplissaient la moitié de cette petite église. Et je me dis, mais même là, quoi, chacun repart comme ça. Ils ont été amenés par le lycée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Voilà. Tout en sachant que, voilà, il y avait d'autres choses qui étaient en train de se jouer, quoi. Voilà. Bien sûr. En tout cas, sachez juste que du coup, on essaye, dès qu'il y a un petit peu des actualités pour pouvoir aider à la réflexion sur ce type de situation. Moi, j'essaye de transmettre par mail un peu, donc je transmettrai probablement à la DAC dès qu'on aura des nouvelles, par exemple sur ce plan de postvention-là, pour que vous puissiez aussi après les obtenir. Parfait, merci. Une dernière question avant clôture. Bon, eh bien parfait. Merci en tout cas, Dr Klené, pour l'intervention. Donc on va la mettre à disposition pour tous sur l'espace professionnel sur notre site et puis on vous renvoie la présentation une fois qu'elle est modifiée. Super. Et avec quelques ressources afférentes. Et voilà, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler si vous avez des questions et puis on ira chercher l'information auprès des spécialistes, des centres ressources. Et puis voilà, si vous avez des difficultés d'information ou d'orientation, n'hésitez pas à nous contacter. Parfait, Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.